Hello hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors là j'ai pas vraiment de thématique donc ça va être juste un reading vlog classique. Je vous montre ma lecture en cours donc que j'ai commencé hier mais j'ai pas lu grand chose. J'ai commencé Rebel Witch de Kristen Ciccarelli, donc c'est le tome 2 de la saga The Crimson Moth qui est sorti chez PKJ je crois. Donc moi je le lis en VO et j'ai lu le premier tome que j'avais adoré. Ça se lisait hyper vite en fait. Donc là, on suit Rune, qui est une sorcière, qui a dû dénoncer sa grand-mère pour s'attirer pas les faveurs, mais en gros pour que la Nouvelle République ait confiance en elle. Mais c'est sa grand-mère qui lui a dit de la dénoncer pour justement qu'elle ne se fasse pas pourchasser. Et en fait, elle est aussi The Crimson Moth, donc en fait, elle est cette vigilante qui sauve et libère en fait les sorcières qui sont emprisonnées. Et la Nouvelle République, donc qui est contre les sorcières forcément. Il y a Gideon qui est un chasseur de sorcières et lui qui a aidé avec son frère Alex à destituer les reines sorcières qui étaient au pouvoir et à les tuer. Et lui, il cherche The Crimson Moth et il va tenter de se rapprocher de Rune parce que des indices font que c'est peut-être elle. Et elle, en parallèle, elle va essayer de séduire Gideon parce qu'il a les informations sur l'emplacement de l'emprisonnement d'une sorcière, Séraphine, qui était amie avec la grand-mère de Rune. Voilà, donc ça va commencer comme ça, ils vont essayer de se rapprocher. Forcément, voilà, on sait ce qui va se passer. Mais ce que j'aime bien, c'est que vous avez cette chasse aux sorcières, mais vous avez ce jeu en fait de mensonges, de faux semblants, etc. Et puis vous avez des balles, des choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance. Et voilà. Et puis à la fin du tome 1, vous avez un gros cliffhanger et le tome 2 n'était pas sorti. Voilà. Donc là, je me mets à lire le tome 2, mais je n'ai lu que 16% hier. J'avoue que j'étais fatiguée. Et il y a l'ellipse de temps est assez importante en fait. Je pensais pas. Quand j'ai commencé à lire les 2 premiers chapitres, je me suis dit mais on est déjà cette situation-là alors qu'on était là à la fin du tome 1. Mais voilà, je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est une duologie, donc après, sinon il aurait peut-être fallu faire une trilogie, mais il y avait peut-être pas assez d'éléments pour faire une trilogie, enfin voilà. Mais j'aime beaucoup pour le moment, j'aime beaucoup l'univers, je suis contente de retrouver les personnages que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous en dis davantage quand j'ai fini. Alors forcément il y a des choses prévisibles, hein, notamment la romance, et puis il y a certains clichés de la romantécie de base, mais moi ça me dérange pas plus que ça et j'aime beaucoup l'univers et la relation avec les personnages, donc voilà, j'ai hâte de continuer, je vous en parle quand je l'ai fini ou quand j'en suis un peu plus loin en tout cas. Et j'ai prévu de lire en parallèle le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique de Quenby Olson chez Milady. Je l'ai vu beaucoup passer quand il est sorti, parce que là le tome 3 vient de sortir, donc ça fait un moment que le premier tome est sorti, mais j'ai vu beaucoup de bons avis. C'est de la cozy fantasy, où en fait on suit Miss Mildred Percy, qui vit de la charité de sa sœur, qui a renoncé à ses rêves, et jusqu'au jour où son grand-oncle lui lègue un œuf de dragon. Voilà, et on est en Angleterre, on dit pas la période, mais bon ça doit être la période victorienne peut-être, je ne sais pas. Et donc voilà, elle va devoir jongler entre l'éducation de ce spécimen qui n'est pas censé exister et la naissance d'une idylle et le début d'une aventure à laquelle elle ne se serait jamais cru destinée. Voilà, et j'ai vu beaucoup de bons avis. Ma sœur l'a lu, donc ma sœur lit plutôt du cozy mystery, du feel good, des contemporains, etc. Et là, je pense que c'est un parfait. Elle lit pas trop de fantasy, j'ai essayé de lui faire lire. Je crois que je lui ai prêté 2 livres de fantasy, mais pour le moment, elle est pas trop. Voilà, c'est pas trop son truc. Mais là, c'est un beau mélange des deux et elle a beaucoup aimé, donc voilà. Et puis j'ai vu aussi l'avis de Amandine de Plume et Chimère sur Instagram qui avait beaucoup aimé et voilà, j'aime beaucoup la couverture qui fait très britannique en fait. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Alors il fait presque 375 pages je crois, 378 pages, mais voilà, je pense que ça va se lire vite. C'est la cozy fantasy, c'est pas écrit très petit non plus, et ouais, de toute façon c'est la cozy fantasy, l'intrigue ça va pas être très développée non plus. Je pense que ça va se lire très vite et puis ouais, j'ai vraiment hâte, j'aime trop la couverture.
Hello, je vous retrouve du coup pour un petit update lecture. Donc j'ai fini et terminé Le Petit Guet de Miss Percy ou Comment élever un dragon britannique. Alors je suis désolée, je suis en sueur, c'était hier. Il faisait 35 degrés et du coup cette nuit on n'a pas respiré du tout. Heureusement qu'il y a eu un orage dans la nuit pour rafraîchir parce que là j'en pouvais plus. J'ai très très mal dormi, en plus il y avait des moustiques, bref. Et du coup je vous ai expliqué la dernière fois que c'était un cozy fantasy. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré le personnage de Mildred, du coup, qui est en fait normalement est largement en âge d'être mariée ou d'avoir des enfants, en tout cas pour l'époque, et c'est pas le cas. Du coup elle est un peu pas mise à l'écart, mais elle est un peu, enfin voilà. Quand vous savez qu'à cette époque-là, limite quand vous passiez 20 ans, il fallait être marié, etc. C'est un peu compliqué. Elle vit avec sa sœur, enfin c'est sa sœur qui fait la charité entre guillemets. Sa sœur donc Diana n'arrête pas de rabaisser Mildred en lui disant que qu'elle n'a rien fait de sa vie, qu'elle a la chance qu'elle l'héberge et tout depuis la mort de son père, enfin de leur père, qu'elle est bonne à rien, tout est de sa faute, dès qu'il arrive quelque chose dans la maison c'est de sa faute, etc. Et du coup elle est très discrète, elle est presque invisible en fait tout simplement. Et en fait le fait que son grand-oncle lui lègue un dragon va changer sa vie, elle va s'affirmer. Et ce que j'aime bien, donc au-delà du côté cosy fantasy avec le thé, les petits biscuits, les relations entre les personnages et tout, et surtout ce dragon qui va un peu perturber sa vie, c'est ce côté aussi émancipation où elle va s'affirmer et prendre position et faire face à sa sœur qui la rabaisse. Sa sœur, elle, qui est mariée, qui a une bonne situation, qui a 2 enfants, etc. Et 3 enfants même. Et voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, en fait, du coup, parce que ça prend quand même position sur certaines choses, notamment par rapport à l'émancipation de la femme et le fait qu'en fait, elle peut choisir en fait de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants, etc. Et voilà. Donc moi, je recommande le tome 3 est sorti très récemment. Je vais essayer de lire le tome 2 et le tome 3 cette année, je sais pas il y a combien de tomes. Ensuite j'ai continué Rebel Witch de Kristen Scarelli. Je crois que je vous avais parlé du pitch de base et c'est j'en suis à 57%, donc j'ai bien avancé. Et je peux pas vous en dire davantage. Alors pour le moment, je trouve qu'il est peut-être en dessous du premier tome. Alors le premier tome, peut-être parce qu'il y avait la découverte de l'univers, des personnages, et puis ce côté séduction, en fait, pour avoir des informations de l'autre, pour des projets personnels, on va dire ça comme ça. Et là, c'est vrai que du coup, à la fin du tome 1, il y a une espèce de cliffhanger, et on se demande vraiment où ça va... comment va tourner l'intrigue en fait. Alors je vous ai dit qu'au début ça m'a perturbé parce qu'il y a une ellipse de temps très importante. Et bon, une fois passé ce cap, voilà. Mais par contre là je trouve que ça pêche un petit peu au niveau du rythme. Je trouve qu'on stagne un petit peu. Donc bon, ça, j'espère que là ça va bouger. En tout cas ça commence à bouger du côté de l'un des personnages. Mais c'est vrai que ce côté, ce côté que j'aime pas trop en fait en romantasy, c'est en fait quand on ne se dit pas les choses en fait et que du coup ça part sur des incompréhensions, etc. C'est un peu le cas. Alors après c'est voulu certes, mais c'est vrai que voilà, il y a ce côté là je me dis s'ils se disaient les choses dès le début ce serait beaucoup plus simple. Mais bon, il n'y aurait pas d'histoire sinon. Donc voilà, je vais continuer celui-ci. J'espère le finir d'ici la fin du mois de juin. Et en sachant qu'il reste 5 jours, donc ça va le faire. Et j'ai commencé aussi Catching Fire de Suzanne Collins, donc c'est le tome 2 de la trilogie. J'ai plus le nom là du coup, Hunger Games. J'avais lu le premier tome en LC avec Marine qui elle a déjà lu la trilogie. J'ai lu je suis en train de lire le tome 2 du coup et là j'en suis à 41%. En fait moi je trouve que c'est très... Enfin je vous disais que dans un vlog précédent, le livre, enfin le film était très fidèle au livre, et là je trouve aussi, alors bien sûr il y a certains éléments, certaines scènes qui n'y sont pas et inversement, etc., des choses rajoutées, mais dans la globalité je trouve que c'est très très fidèle. Et donc là c'est la suite, voilà. Je peux pas vous en dire davantage. Si vous n'avez jamais lu Hunger Games, je ne peux pas vous dire la fin du premier tome, on sait jamais. Mais là du coup ça suit son cours et là on est beaucoup plus sur la manipulation de Jon Snow, donc celui qui dirige un petit peu et qui supervise, on va dire, les Hunger Games, et dont il y a un tome compagnon d'ailleurs, c'est la balade du serpent, je sais plus quoi, et qu'on va lire aussi en lecture commune avec Marine, et le dernier tome aussi compagnon, qui est sorti très récemment. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est hyper addictif, là où, comme je vous disais, là c'est plus
on part plus vers de la manipulation, vers le côté un peu politique. On commence à découvrir des secrets, etc. concernant les Hunger Games. Et donc, j'aime beaucoup. Voilà. Et ces éditions sont toujours aussi magnifiques. Je sais pas si vous voyez le... Voilà, très très joli. Et le dernier tome aussi est très très beau. Je l'ai reçu avant le tome 2, pour vous dire, ce qui est très très bizarre. Donc voilà, je finis ces lectures-là. Je pense peut-être, du coup, quand j'aurai fini Rebel Witch, peut-être commencer un autre roman en parallèle. Comme ça m'en fera toujours 2 en cours. Et voilà, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Là, il fait meilleur parce que j'ai tout ouvert depuis ce matin. Et puis, il y a eu l'orage cette nuit. Mais honnêtement, hier, dans la journée, j'ai cru que j'allais mourir. Et puis, cette nuit, j'ai... En fait, le truc, c'est qu'au-delà du fait qu'il faisait chaud, c'est qu'il faisait très lourd et qu'il n'y avait pas d'air en fait qui circulait. Même en ouvrant toutes les fenêtres, c'était compliqué. Mais ça n'a pas empêché mes enfants de dormir, donc bon, de ce côté-là, je suis assez contente. Hello, je vous retrouve pour clôturer le vlog. Je me rends compte que j'ai fini 3 lectures et que je vous en ai pas parlé. Donc, je me souviens plus où j'en étais. Bref, j'ai terminé Rebel Witch de Kristen Scarelli, que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 4 étoiles. Alors, j'ai peut-être un petit peu moins aimé que le premier tome parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu de longueur. Alors, je dirais peut-être pas des longueurs parce que bon, le roman ne fait que 450 pages. Mais... c'est vrai qu'il y a un moment où il se passe pas grand chose niveau intrigue et par contre il se passe énormément de choses dans la deuxième partie et ça j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup leur relation aussi. J'avais beaucoup aimé ce côté un peu, alors c'est enemies pas vraiment, mais ce côté un peu je me sers de l'autre pour avoir des informations, qui se tourne en romance et ce côté aussi du coup chasseur de sorcières et surtout cette vengeance. Et là il y a beaucoup de révélations sur le personnage de Rune et sur d'autres personnages aussi. Et je vous le disais parce que la fin du premier tome c'était un cliffhanger et là j'ai beaucoup aimé, voilà. Et ce que je vous disais, je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est que j'ai été surprise de l'ellipse de temps qu'il y a entre premier et deuxième tome. Ça m'a surprise quand j'ai commencé ce deuxième tome, mais voilà, j'ai adoré. Je trouve que c'est un roman young adult qui marche bien, voilà, avec des green flags. Il y a quand même une bonne intrigue, il y a des personnages assez sympathiques à suivre. Il y en a certains qui sont très charismatiques, d'autres un peu moins, mais bon voilà, on va pardonner parce que c'est du young adult. Et puis j'ai trouvé que c'était hyper divertissant. Donc moi je recommanderais, en tout cas, et je crois que toute la duologie est sortie chez PKJ, si je dis pas de bêtises. Si vous ne lisez pas en VO, mais en tout cas moi j'aime beaucoup Kristen Scarelli, j'avais beaucoup aimé ses romans sur, je sais plus comment ça s'appelle. En français c'est Iskari, mais en anglais je me souviens plus. Parce que moi je l'ai lu en anglais, du coup c'est pour ça que je continue en anglais, même si c'est sorti en français. Avec Asha, je crois que le premier tome c'est Iskari, Asha, la tueuse de dragons, un truc comme ça, je sais plus. Et j'avais beaucoup aimé, je crois que j'avais un coup de cœur pour le premier tome, alors je l'ai lu quand elle a sorti en VO, donc ça date un peu. Et les 2 tomes suivants, j'ai beaucoup moins aimé parce qu'il y a pas trop de dragons et on part vraiment sur une autre intrigue parce que ce sont plutôt des tomes compagnons, donc avec d'autres personnages. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai continué et fini Catching Fire de Suzanne Collins, donc le tome 2 de la saga Hunger Games. Alors, je pense que je préfère ce tome 2 parce que il y a tout ce côté manipulation. Alors, je pense que c'est pas un spoil, hein, mais je vais vous le dire quand même. Donc Jon Snow qui essaie de manipuler, de menacer, etc. Tout ça, ça prend une plus grande envergure et il y a aussi tout ce côté un peu, je veux dire, politique, donc avec la rébellion qui se réveille, les districts qui commencent à réfléchir et un peu à se positionner, etc.
Et du coup, cette figure du coup de Katniss qui va en fait devenir une figure emblématique en fait de la rébellion, et tout ça dans ce tome-là. Alors il se passe autre chose, mais je vais pas dire au cas où, on sait jamais si vous n'avez pas lu Hunger Games ou vu les films. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi que en fait tout soit réfléchi pour un seul but commun, qu'on apprend qu'après en fait. Et voilà, je trouvais ça intelligent en fait, même si je savais parce que j'ai déjà vu les films, mais c'est vrai qu'en relisant et en comprenant la stratégie, c'est vrai qu'on se dit bah elle a quand même réfléchi à beaucoup de choses avant. Et donc voilà, et donc j'ai énormément d'attentes pour la... Alors, d'attente non, parce que je connais la fin, mais je pense qu'il va être tout aussi addictif. De mémoire, dans le tome 3, il me semble que le film, j'avais un peu moins aimé au niveau de l'intrigue, parce que c'était peut-être moins... Il y a peut-être moins de révélations et on apprend moins de choses, et c'est plus, voilà, pour... voilà, le dénouement, donc c'était... Il me semblait que j'avais moins aimé ce troisième film. Mais peut-être que le livre, peut-être pas, ce sera peut-être pas le cas. Donc voilà, moi, en tout cas, je vous recommande, c'est une dystopie young adult, mais je pense que c'est un peu un incontournable. Je trouve que ça vieillit très bien. Alors c'est un peu... je sais pas si c'est méchant de dire ça, mais en tout cas, je trouve que ça vieillit très bien. Parce qu'il y a des sagas qui datent d'il y a 10-15 ans et que bah, on trouve que ça vieillit mal, quoi. Mais là, il y a beaucoup de beaux messages véhiculés, parce qu'il y a aussi des dénonciations, etc. Donc ils disent 2009 en VO, mais après du coup en français je ne sais pas. Donc ça date un petit peu quand même, ça fait 15 ans. Donc moi je vous conseille. En plus les éditions paperback sont trop jolies, et d'ailleurs le tome 3, on va le lire là au mois de août, parce qu'on est déjà au mois de juillet. J'ai mis du temps à vous reprendre. On va le lire en lecture commune avec Marine, normalement fin juillet, parce que avant moi j'ai le baptême. Elle a des choses à faire, elle, et moi j'ai le baptême qui arrive le 13 juillet, donc je vais être occupée un petit peu avant. J'aurai mes propres lectures personnelles, mais j'irai à mon rythme du coup. Et enfin, j'ai lu Summer Romance d'Annabelle Monaghan, donc ça je l'avais vu sur la chaîne de... je m'en souviens plus, c'était une chaîne anglophone. J'avoue que je me souviens plus. Et là très récemment, je l'ai revu sur la chaîne de Hayley Pham, d'ailleurs qui vient d'écrire un roman, une romance. Et j'ai beaucoup aimé, parce que là on parle du coup de personnages plutôt matures. Donc on a une jeune femme qui s'appelle Ali, qui a 3 enfants, qui est en procédure de divorce, et elle va rencontrer un jeune homme. Et au début, bon, c'est une femme en fait, c'est un peu le trope un peu de base, où en fait à partir du moment où elle est femme mariée, elle délaisse son boulot, donc en fait après elle devient femme au foyer, elle s'occupe que de ses enfants, elle se néglige, elle ne pense plus à elle ne fait plus rien par plaisir pour elle. Et en fait en gros c'est le cliché de la maman qui est toujours en jogging, voilà, pas coiffée, pas maquillée, etc. Et donc forcément, le couple empathie parce qu'elle ne se sent pas bien dans sa peau. Et puis de manière générale, de toute façon, le mari est ignoble. Hein. Pour lui, il faut qu'elle reste à la maison, qu'elle cuisine, machin et tout. Et lui, en gros, il fait sa vie, il sort et tout. Et elle, bah non, il faut qu'elle reste à la maison pour les enfants. Et elle va rencontrer un jeune homme, enfin pas si jeune en fait, du coup parce qu'il a 38 ou un truc comme ça, ou 33, je sais plus, bref. Et voilà, et au fait, de base, elle va se dire, c'est pas très bien ce que je fais, parce qu'elle flirte avec lui, etc. Et puis elle se dit, voilà, sinon, comme quand on est jeune, on va faire en sorte que ce soit juste une summer romance, donc une romance que durant l'été. Sauf que forcément, voilà, les sentiments vont s'en mêler, et puis ce que j'ai beaucoup aimé, bah, du coup, c'était tout ce côté self-love, par rapport à elle, ce côté, en fait elle ne s'aime pas en fait telle qu'elle est, et c'est pour ça qu'en fait elle se néglige, c'est pour ça qu'elle fait passer tout le monde, tout le temps les autres avant elle, etc., etc. Son mari la traite comme une... mais elle ne dit jamais rien, elle ne répond jamais, enfin voilà, elle est très effacée. Et même le jeune homme qu'elle va rencontrer, donc Ethan, ouais, va lui dire qu'elle est très effacée, et que lui il l'a connue quand elle était, enfin il l'a connue de loin quand elle était très jeune, donc ado et tout, parce qu'elle était copine avec sa sœur, et qu'elle était pétillante, elle savait ce qu'elle voulait, elle avait une confiance en elle, etc. Et que là, il voit plus. Et que c'est ça qui l'avait attiré au premier abord. Et il y a aussi ce côté aussi, parce que du coup, elle a une ado, donc la plus grande, qui fait des siennes, hein, c'est l'adolescence, et du coup, elle va devoir se confronter à ça aussi. Et il y a aussi ce côté d'adolescence où, en fait, avec les réseaux sociaux et le fait que souvent
ces ados en fait cachent leurs sentiments et en fait les parents ne se rendent compte de rien. Et c'est le cas de la plus grande du coup, qui en fait a un mal-être et qui va grandir et sa mère ne s'en rend pas compte parce qu'elle est éteinte en fait. Et voilà, il y a plein de thèmes comme ça abordés, j'ai beaucoup aimé, la romance est cute, Ethan c'est vraiment un green flag, il laisse vraiment de la place à sa vie de maman et à sa vie de femme, et surtout il lui laisse prendre la décision en fait, si elle veut continuer ou pas, si elle veut faire telle activité ou pas, enfin, il lui laisse vraiment le choix, et voilà, c'est vraiment un green flag, moi je l'ai beaucoup aimé, et voilà, c'était frais, et puis bon, ça se termine bien, on le sait, mais j'ai beaucoup aimé, donc j'aimerais bien lire d'autres romans de cette autrice, notamment, je sais pas s'il y a la liste ici, bah je crois pas parce que c'est sorti après. Ah si, Same Time Next Summer apparemment, Elifam me disait que c'était l'un de ses préférés. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ça se lit bien, surtout à cette période, je me suis dit que j'allais sortir parce qu'en fait je l'ai acheté l'année dernière, mais au mois de septembre, je pensais le lire en septembre parce que c'était encore l'été, et une fois passé le octobre, bah, je me suis dit bah ouais, peut-être que les romances de l'été, c'est peut-être les seuls romans, c'est comme les romances de Noël, c'est le seul roman que je lis à la période où ça se passe en fait. Et sinon, la plupart du temps, ça m'est égal, je peux lire des romans d'automne en été, etc. Mais c'est vrai que les romances d'été, je préfère les lire en été quand même. Et donc voilà, pour ces lectures, donc là j'ai fini 3 lectures, je crois que je vous avais parlé du 4e en début de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous tentent. Et bah, sinon, pour les commentaires, si vous ne savez pas quoi mettre, vous avez qu'à mettre du coup un soleil, un parasol, la plage, je ne sais pas s'il y a la plage, du sable ou quelque chose comme ça, de l'eau, enfin des vagues, ou quelque chose qui a rapport avec l'été, j'allais dire le summer. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.